Charles Oula, bonsoir et bienvenue dans ce premier rendez-vous d'information de la soirée. Voici ses principaux titres. Ouverture de la première session de la 5e année législative de la 11e législature. Sa Majesté le Roi a adressé hier un discours aux deux chambres du Parlement. Une feuille de route pour la grande marche du Royaume sur la voie du développement. Le souverain imprime une nouvelle dynamique d'action politique et appelle à la mobilisation pour une justice sociale et territoriale. Nous en analyserons les grandes lignes avec Ali Harichi, doyen de l'Institut des sciences politiques Mundiapolis. Ses œuvres voyagent de Paris à Dubaï, du Louvre d'Abu Dhabi aux plus grands hôtels du Moyen-Orient. Fawzia Hilmi transforme les lettres arabes en passerelles entre les cultures. La calligraphe franco-marocaine nous présente ce soir son œuvre à la croisée de la tradition et de la modernité. Il est l'invité ce soir de votre escale culturelle. Coupe du Monde U20, après leur victoire face à la Corée, un parcours remarquable depuis le début de ce tournoi. Les Lionceaux de l'Atlas affrontent demain dimanche les États-Unis en quart de finale, une rencontre qui scellera le sort de l'équipe nationale. Les joueurs sont déterminés à remporter avec en ligne de mire, passer au dernier carré de la compétition. Une parole royale hautement stratégique, porteuse d'un esprit fédérateur pour un Maroc émergent en marche. Le discours adressé hier par Sa Majesté le Roi Mohammed VI marquant l'ouverture de la première session de la 5e année législative de la 11e législature déroule une feuille de route claire de développement. Le souverain y trace les pistes d'une action collective dans un esprit de sérieux et d'engagement. Les défis annoncés sont à la fois socio-économiques et de gouvernance avec pour mot d'ordre mobilisation et responsabilité pour consacrer sur le terrain de la réalité plus de justice sociale et territoriale à l'ensemble des citoyens du Royaume. Nisrine Hamdawi nous en retrace les grandes lignes. Le discours de Sa Majesté le Roi, prononcé à l'occasion de l'ouverture de la session d'automne du Parlement, a été un discours fort de mobilisation. Le souverain y trace la voie à suivre pour un développement juste et équitable d'un Maroc émergent. Un Maroc qui se construit de manière collective, avec du sérieux, de la responsabilité, avec engagement et avec des résultats, affirme le souverain. L'axe principal de l'orientation royale stratégique dans le contexte actuel est bien la justice sociale et la lutte contre les inégalités territoriales. Cela implique une nouvelle génération de programmes de développement territorial que le gouvernement doit s'atteler à élaborer. Sa Majesté le Roi attend à ce que ces programmes soient réalisés avec célérité et qu'ils produisent un impact plus fort sur l'ensemble des citoyens. Sa Majesté le Roi place la justice sociale et territoriale au centre de ses orientations stratégiques. Ces orientations requièrent l'engagement et la mobilisation de tous les acteurs, au gouvernement comme au Parlement, pour une implémentation effective des différents programmes de développement afin d'accélérer la marche du Maroc émergent. Des programmes de développement qui doivent se concentrer sur des priorités clés énumérées par Sa Majesté le Roi, à savoir l'encouragement des initiatives locales, la création d'emplois pour les jeunes et l'amélioration des secteurs de l'éducation et de la santé. Sa Majesté le Roi a également souligné dans son discours l'importance de l'autonomisation économique, un point que le souverain avait abordé dans son discours du trône. L'autonomisation économique constitue une base fondamentale du développement. Elle est essentielle pour de nombreux chantiers, notamment pour la santé et pour l'éducation. Sa Majesté le Roi a toujours eu une vision prospective de développement territorial. Et aujourd'hui, le souverain appelle à accélérer la cadence de réalisation des projets de développement, des projets qui permettent de répondre aux préoccupations et aux aspirations de tous les citoyens, qu'ils soient dans le milieu urbain ou rural. Somme toute, Sa Majesté le Roi entend ainsi mobiliser toutes les potentialités pour opérer une transformation majeure en matière de développement territorial du Royaume. Cela requiert un changement significatif des mentalités et des méthodes de travail, ainsi qu'un enracinement de la culture du résultat, martèle le souverain. Autant dire que la gouvernance est une composante essentielle de la feuille de route stratégique déroulée par Sa Majesté le Roi.
Pour un décryptage du discours royal, nous retrouvons le doyen de l'Institut des sciences politiques Mundiapolis, M. Ali Harichi, nous rejoint en direct depuis Casablanca. Bonsoir. C'est un discours à forte teneur stratégique, un discours dense et riche en orientation où Sa Majesté le Roi soulève le rôle collectif des institutions et la place essentielle du Parlement dans l'édifice institutionnel national en soulignant ses responsabilités législatives et de contrôle. Peut-on y lire une redéfinition des priorités de l'action parlementaire dans la mise en œuvre des politiques publiques ? Tout à fait. Effectivement, le Parlement a un rôle, de par la Constitution, de celui de contrôle du gouvernement, de l'évaluation des politiques publiques, mais aussi de la législation. Mais au-delà de ça, Sa Majesté a mis la main à souligner un point très important, c'est celui de le renforcement de la responsabilité des parlementaires, des représentants de la nation, et en redéfinition, c'est-à-dire l'action parlementaire par la mise à niveau non pas seulement de la démocratie représentative, mais une démocratie collaborative et participative, en y associant, c'est-à-dire en associant les acteurs de la société, que ce soit les partis politiques, les élus locaux, les forces vives, citoyennes vives, c'est-à-dire que ce Parlement devient, je dirais, le médiateur, le vase communicant entre les différents acteurs dans la société et la société civile qui permettront d'engendrer des actions pour répondre aux attentes des Marocains et des Marocaines. C'est une sorte de, comme j'ai dit, de représentation participative où tout le monde peut apporter avec les élus de la nation, les élus, les représentants de la nation, pour répondre aux attentes et aux problématiques auxquelles parfois nous voyons, c'est-à-dire au Maroc, que ce soit dans les secteurs sociaux ou que ce soit dans c'est-à-dire dans la répartition territoriale ou l'équité entre les territoires. Justement, donc un Parlement qui devient comme si on veut mettre l'action politique. Justement, le souverain a réaffirmé que la justice sociale et territoriale n'est pas un simple slogan creux, mais une orientation stratégique majeure et permanente. Comment cela peut prendre forme dans le temps législatif et gouvernemental restant ? Mais tout à fait. Bon, c'est l'accélération des chantiers et des grands chantiers, c'est-à-dire de développement, que ce soit au niveau local ou des chantiers nationaux, et qui se reflètent dans l'impact et les touchés par le citoyen. Donc, il faut une accélération des chantiers. Il faut compléter aussi le processus législatif qui ont été entamés, et aussi par rapport aux priorités qui ont été citées, c'est les secteurs sociaux comme la santé, l'éducation, au niveau des régions enclavées, les zones montagneuses qui représentent 30% de territoire marocain par rapport au littoral, et puis par rapport au monde rural, pour que cette rupture ou inéquité qui existe, je dirais, entre les territoires marocains ne persiste plus. Donc il faut une justice sociale et une justice territoriale qui devient un levier de développement, et un Maroc qui a une croissance qui se fait à tous les niveaux et à tous les territoires et pour tous les citoyens. Donc c'est le rôle des parlementaires, et non pas que les parlementaires, aussi du gouvernement et l'association de tous les acteurs de la société civile. Justement, pour pouvoir arriver à répondre à toutes les attentes des Marocains, et ceci par... Afin de répondre justement à ces attentes, le discours royal a insisté sur l'impératif d'une mobilisation nationale au-delà des clivages politiques. Selon vous, comment les acteurs institutionnels et toutes les forces vives de la nation peuvent-ils répondre en cette dernière année législative à cet appel à l'unité au service de l'intérêt suprême du pays ? L'objectif, il est commun. L'objectif, c'est de répondre aux attentes du Maroc et des citoyens pour aller à la même vitesse, pour avoir une croissance qui touche tous les territoires. Et c'est ce qu'on appelle, c'est-à-dire le Parlement est la représentation de la démocratie représentative. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une
démocratie participative où tout le monde apporte, c'est-à-dire sa réflexion, son action, pour que ces actions puissent se réaliser, et surtout dans les territoires qui sont enclavés, dans le monde rural, et par rapport à certaines priorités qui sont très importantes, qu'ils soient dans le monde rural ou dans le monde urbain. Ce sont les secteurs sociaux, les secteurs de la santé et de l'éducation sont très importants. La création de l'emploi pour les jeunes, elle est très importante dans un Maroc jeune, dynamique, avec une démographie jeune. Tout cela doit être fait avec des actions qui doivent être, c'est-à-dire rapides, et qui doivent être, et non pas cette lenteur administrative ou bureaucratique, mais plus l'accélération avec une rapidité et une efficacité et sans négligence. D'ailleurs, Sa Majesté le souligne bien dans son discours. Pas de négligence et avec un résultat. C'est-à-dire, c'est comme on dit en notion juridique, une obligation de résultat. Et cela, on peut le résumer dans l'article 1er de la Constitution qui parle de la responsabilité et de la reddition des comptes. Justement, Monsieur Ali Harichi, comment ancrer cette logique, c'est-à-dire les partis politiques. Comment ancrer cette logique de résultat dans l'action de nos élites politiques? C'est un programme, c'est un contrat social. C'est l'action politique doit porter ce nouveau contrat social marocain entre les politiques et le citoyen. Quand les politiques se présentent pour les élections, ils présentent des programmes électoraux où ils énumèrent les différentes actions qu'ils vont faire dans tous les secteurs, et ce contrat, c'est-à-dire les gens vont voter pour eux, vont choisir ceux qui vont les représenter pour un enjeu électoral, pour des enjeux sociaux, pour de multiples enjeux. Donc là, c'est au niveau des urnes que ce contrat doit se réaliser. Autant de promesses, elles doivent être réalisées. Et c'est ça ce qui fait cette nouvelle dynamique. Parce que présenter un programme, présenter des promesses électorales, il faut qu'elles soient réelles sur le terrain. Et il faut une nouvelle dynamique, une nouvelle redéfinition de l'action des parlementaires ou du gouvernement qui est issu de la majorité. Parce que une promesse équivaut une action. Et après, c'est-à-dire les élections qui viennent après, c'est le moyen qui permet aux citoyens de jauger est-ce que les promesses qui ont été faites et les programmes qui ont été énumérés ont été réalisés ou pas. Et c'est ça la nouvelle redéfinition de cette dynamique, de ce nouveau contrat social politique entre les partis politiques ou les politiques en général et les citoyens qui choisissent des représentants de la nation qui ont, comme a dit Sa Majesté, que Dieu l'assiste, qui doivent plaider la cause des citoyens. Ils sont là pour répondre aux attentes des citoyens et aux attentes des promesses qu'ils ont déjà faites. Je vous remercie, Monsieur Ali Harichi, pour tous ces éclairages. Vous êtes le doyen de l'Institut des sciences politiques Mundiapolis à Casablanca. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Casablanca. Actualité internationale au Proche-Orient, ces images fortes, celles des Palestiniens de retour à Gaza. Ils étaient des centaines à se déplacer aujourd'hui pour retrouver leur maison à la faveur du cessez-le-feu entré en vigueur hier à 9h GMT. Quelques 250 000 personnes sont revenues dans le nord du territoire palestinien depuis la trêve. Un périple long de plusieurs kilomètres pour découvrir à l'arrivée l'ampleur des destructions causées par 2 ans de guerre. Les secouristes continuent de fouiller les décombres à la recherche de corps après le repli des troupes israéliennes. En France, quelques jours après sa démission, Sébastien Lecornu est reconduit comme chef de gouvernement contre l'avis général. Le président français Emmanuel Macron a reconduit tard hier soir à Matignon l'ancien ministre des Armées de 39 ans. Sébastien Lecornu avait, rappelons-le, démissionné lundi, 14 heures seulement après avoir formé un gouvernement. Il doit constituer dans un délai ultra court son nouvel exécutif, mais sans le parti de droite qui a écarté sa participation. La décision de la reconduction de Sébastien Lecornu reste très critiquée de toutes parts, jusque dans son camp. L'homme est sous la menace d'une censure avant même l'annonce de la composition de son nouveau gouvernement. L'ensemble de la vie.
Retour au Maroc et parlons santé féminine. Nous jetons la lumière dans ce journal sur les 2 cancers les plus fréquents chez la femme, ceux du sein et du col de l'utérus. Comme chaque année, la campagne Octobre Rose informe et sensibilise les femmes entre 40 et 75 ans à l'importance du dépistage précoce, mais pas seulement. En ce moment, partout à travers le royaume, des campagnes de sensibilisation se multiplient. Exemple à l'hôpital, la maternité de Rabat. Dans ce reportage d'Adna El-Haras, Amin Lemkhida et Zakaria Moukhilbillah. C'est un jour particulier au centre de consultation, de diagnostic et de dépistage relevant de l'hôpital La Maternité de Rabat. Une campagne de sensibilisation est organisée sur le cancer du sein et du col de l'utérus. Les bénéficiaires sont des femmes âgées de 40 à 69 ans qui désirent en apprendre davantage sur les moyens de prévention. Nous avons beaucoup appris sur les moyens de prévenir la maladie. J'encourage toutes les femmes à venir faire le test et à profiter du dépistage précoce. Le dépistage précoce est une bonne chose. Nous avons été sensibilisés à son importance car cela permet d'éviter les complications. Des explications sont prodiguées par des médecins sur le rôle de la prévention précoce afin d'éviter les complications. L'accent est également mis sur l'auto-examen comme moyen de détection précoce de la maladie. En premier temps, nous organisons des séances d'information à travers des ateliers pour expliquer l'importance de l'auto-examen. Nous proposons également des consultations médicales au niveau du centre. Dans un troisième temps, nous procédons à des examens de mammographie. Organisée tout au long du mois d'octobre, cette campagne vise à renforcer la sensibilisation de la population, en particulier celle appartenant aux tranches d'âge ciblées par le programme. Des initiatives qui confirment le rôle des stratégies nationales dédiées à améliorer la santé de la femme au Maroc, notamment par le biais de la prévention. Comme tous les samedis, c'est l'heure de votre escale culturelle hebdomadaire. Nous la consacrons ce soir à une figure incontournable de la calligraphie contemporaine. Fawzia Hilmi, c'est son nom. Cette artiste franco-marocaine fait voyager son œuvre un peu partout à travers le monde. Son art, on le retrouve sur les murs des hôtels les plus prestigieux au Maroc et au Moyen-Orient. Ses lettres s'affichent fièrement au prestigieux Louvre à Abu Dhabi et à l'Institut du monde arabe. Des courbes et des lignes qui s'entrelacent pour reprendre vie sous ses doigts. Chaque trait signé Fawzia Hilmi raconte une histoire, celle de l'identité et d'une passion de transmission. C'est à Toulouse que Fawzia Hilmi a vu le jour, bercée par 2 cultures. Après une maîtrise en marketing à Paris, c'est aux États-Unis qu'un simple vœu change le cours de sa vie. Une rencontre inattendue déclenchera chez elle une révélation, celle de la calligraphie arabe. De là, une histoire d'amour et de passion est née. L'artiste appose sa griffe pour les plus grandes maisons de luxe, tout en gardant la même vocation, unir les âmes et faire dialoguer les cultures par la beauté des tracés. Inspirante et inspirée, l'artiste continue de tracer son chemin avec patience et humilité. Et nous avons le grand privilège d'accueillir l'artiste calligraphe Fawzia Hilmi qui a fait, on le souligne, le déplacement de Toulouse à Rabat pour être parmi nous ce soir. Bonsoir et merci d'être parmi nous dans ce journal. Nous sommes ravis de vous accueillir dans le 18h30. Bonsoir, merci à vous pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être ici. Alors, comment déjà la passion de la calligraphie arabe s'est-elle emparée de vous, vous qui êtes né à Toulouse en France? Oui, eh bien tout d'abord, j'ai commencé à apprendre à lire et écrire l'arabe littéraire dès l'âge de 6 ans, car mon père, Allah yarhamou, souhaitait qu'on n'oublie pas notre langue d'origine. Et du coup, il nous avait inscrits à des cours d'arabe. Donc j'ai appris l'arabe durant toute l'école primaire. Ensuite, j'ai continué au collège où j'ai pris l'arabe en première langue vivante. Ensuite, j'ai continué mes études supérieures à Paris.
j'ai travaillé, je me suis pas mal cherchée parce que j'avais beaucoup de mal à trouver ma voix. Et un jour, par hasard, j'ai pris un cours de calligraphie arabe. Et là, ça a été une révélation. J'ai adoré ça. Voilà. Justement, qu'est-ce qui vous fascine le plus dans cet art de tracer des lettres? Quelle est la lettre la plus chère à votre cœur? Ben oui, voilà, ce qui me fascine le plus, c'est les lettres en fait. Les lettres en particulier en calligraphie. Alors il y a beaucoup de styles calligraphiques, mais moi ce que je préfère, c'est le style diwan et c'est le style koufik. C'est ce que j'utilise le plus dans mes compositions. Et c'est vrai que j'ai une fascination pour ces lettres. Je trouve qu'elles ont non seulement elles sont belles, mais elles ont des formes très complexes, mystérieuses. Et j'éprouve une sorte d'affection pour ces lettres. Ça peut paraître étrange, mais j'éprouve une sorte d'affection. J'ai l'impression comme si chaque lettre était un personnage comme ça, que je ferais jouer sous mes mains. Voilà, c'est vraiment une fascination. Ça reprend vie en fait sous vos doigts, toutes ces lettres. Est-ce que la pratique de la calligraphie finalement a joué un rôle quelque part dans l'enracinement de votre identité arabe et marocaine? Sûrement qu'elle a amplifié, mais l'attrait que j'avais pour la culture arabo-musulmane était déjà là. Parce que depuis toujours, je suis fascinée par cette culture, par l'art, par l'architecture, par la mode, par la cuisine, par la musique bien sûr. Par le goût. Donc voilà, donc c'était déjà là en fait. Je suis fascinée également par l'époque arabo-andalouse. Donc le terrain était déjà là, on va dire, et ça s'est amplifié maintenant que la calligraphie arabe est mon métier depuis maintenant bientôt 18 ans. Donc forcément, ça s'est encore amplifié, oui. On revient justement vers vos débuts. 2012 a été une date charnière dans votre parcours puisque c'est la date de votre première collaboration avec une grande chaîne d'hôtels. C'était une expérience challengeante pour vous qui veniez de faire vos premiers pas dans le domaine? Oui, disons que c'était mon premier gros projet professionnel. C'était avec une chaîne internationale hôtelière au Caire, en Égypte. Et donc, ils m'ont sollicité pour que j'illustre le menu de l'un de leurs restaurants. Donc, c'était des citations sur les thèmes de grands chefs, en fait. Et également, j'ai réalisé également des grandes calligraphies pour l'un de leurs restaurants. Et donc, à cette occasion, je me souviens qu'ils avaient organisé une soirée en mon honneur. Et comme je suis franco-marocaine, ils avaient invité l'ambassadrice de France et l'ambassadeur du Maroc à cette soirée qui était donnée donc au bord du Nil. Et c'est un très beau souvenir. Et c'est vrai que ce projet m'a donné une meilleure confiance en moi et a été un peu un déclic pour la suite. Et justement, sont suivies d'autres collaborations plus stimulantes avec de grandes maisons de parfumerie, de haute parfumerie. On imagine bien qu'à cette étape de votre parcours, cette reconnaissance vous a donné des ailes, n'est-ce pas? Ben, c'est vrai que c'est gratifiant. Donc voilà, j'ai commencé à collaborer avec plusieurs marques de luxe, notamment Armani, Hermès, Kilian. Et c'est vrai que quand des personnes comme Giorgio Armani, Kylian Hennessy m'accordent leur confiance, me choisissent, c'est des gens qui ont l'habitude de voir passer beaucoup d'artistes, qui sont exigeants. Donc évidemment, le fait qu'ils valident mon travail, qu'ils apprécient mon travail, ben, c'est très touchant, c'est très gratifiant. Avec Armani, j'ai collaboré à plusieurs reprises, j'en suis à mon 7e projet. J'ai notamment travaillé sur des parfums, sur également la déco de l'une de leurs boutiques aux Émirats. Voilà. Et j'ai également travaillé avec des chaînes de télévision, des émissions de télévision pour France Télévisions, France 2 et France 24. J'ai réalisé des logos ainsi que des décors de plateau en calligraphie arabe. D'accord, donc vous dites que vous en êtes à votre 7e projet. Quels sont les projets, les illustrations à venir? Alors là, il y a un gros projet à venir. Alors c'est un petit scoop entre guillemets, parce que j'en ai jamais parlé. Donc c'est un projet qui est à Rabat. Au Maroc. Voilà, au Maroc. Et en fait, mes calligraphies vont décorer une partie de la tour Mohamed VI à Rabat, donc l'une des plus hautes tours d'Afrique, la plus haute du Maroc. Donc une trentaine de calligraphies de grand format vont décorer plusieurs étages de la tour. Et vraiment, c'est un grand honneur pour moi.
Un honneur et une reconnaissance de votre talent, surtout. Ouais. Je suis très heureuse. En tant que calligraphe, justement, reconnu à l'échelle internationale, vous sentez-vous investi d'une mission qui est de diriger des ponts entre l'Orient et l'Occident ? Ben, en tout cas, j'essaie à mon humble niveau, parce que c'est vrai que dans le monde où on vit à l'heure actuelle, les valeurs de paix, de fraternité sont tellement malmenées que du coup... C'est vrai que depuis longtemps, dans mes compositions calligraphiques, je mets en avant ces thèmes-là, ces belles valeurs. Et par exemple, je réalise également des calligraphies en plusieurs langues, en français, anglais, arabe. Et mes calligraphies sont en vente. J'ai l'honneur d'avoir mes calligraphies en vente dans les boutiques de musées du Louvre Abu Dhabi et de l'Institut du monde arabe. Et là, il y a des gens du monde entier, en fait, qui vont dans ces boutiques, qui les achètent, qui les emportent chez eux. Et pour moi, c'est le meilleur moyen, en fait, de relier l'Orient et l'Occident. À travers la lettre qui est finalement un langage universel. Voilà, tout à fait. Je vous remercie, Fawzia Hilmi, pour ce partage inspirant et votre regard, surtout, sur la calligraphie à la lettre arabe. Merci d'avoir été parmi nous. Merci à vous. De l'art de la calligraphie au ballon rond et direction Rakanga, la ville chilienne où les Lionceaux de l'Atlas s'apprêtent à affronter demain dimanche les États-Unis. Le 11 national aborde ce match comptant pour les quarts de finale de la Coupe du Monde U20 avec l'espoir de rééditer l'exploit de 2005 aux Pays-Bas en se hissant dans le dernier carré de la compétition. Ambiance pré-match avec Zakaria Mokimbila. Rassurés et le moral au beau fixe après leur victoire contre la Corée du Sud, les Lionceaux de l'Atlas poursuivent leurs préparatifs pour affronter les États-Unis. Les protégés de Mohamed Ouahbi comptent décrocher le billet des demi-finales et égaliser l'exploit du Mondial 2005 aux Pays-Bas. Préparation physique, détails techniques et tactiques, les joueurs et l'ensemble du staff comptent mettre toutes les chances de leur côté afin de remporter la victoire. On est content, alhamdoulilah, pour la qualification. On sait qu'on va jouer les États-Unis. Inch'Allah, on est prêt. On est là pour montrer la meilleure image du Maroc possible par un jeu bien sûr de qualité, mais surtout un jeu intelligent, fait de combativité, de générosité. Et là, les joueurs l'ont montré. La rencontre contre les États-Unis constitue un vrai test pour les Lionceaux de l'Atlas. La sélection américaine a montré un grand potentiel durant ces compétitions, avec un groupe de joueurs évoluant dans des clubs américains et européens, ce qui ont fait l'une des sélections favorites. Mais pour Mohamed Ouahbi, rien n'est impossible pour l'équipe nationale. C'est un adversaire de très grande qualité, et ça je l'avais dit dès le départ. Dès qu'on était à la conférence de presse au Maroc, j'avais dit que les États-Unis, pour moi, c'était une des équipes les favorites. On les a joués 3 fois, on les connaît. Donc ça va être un gros match, ça va être un beau quart de finale. Et alhamdoulilah, on est content, on est là, donc on va encore grandir. Pour les observateurs, le sélectionneur national devrait conserver le 11 de départ des 8e de finale, avec quelques légers changements afin d'équilibrer les 3 lignes et à améliorer l'efficacité offensive. La rencontre est prévue demain à partir de 21h au stade El Teniente de Rancagua. Nous souhaitons bonne chance à nos Lionceaux et c'est ainsi que prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le retour de l'information en langue arabe, c'est à 20h30. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.